Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'hommage de la nation à un artisan de la réunification et doyen des sénateurs camerounais, Chief Victor Mokete, décoré à titre posthume et célébré par ses pairs, ses collègues sénateurs et d'autres personnalités de la République qui l'ont bien connu. Vous suivrez en ouverture de ce journal les nombreux témoignages et éloges prononcés en sa faveur et surtout sa personnalité, lui qui a été un fervent critique contre la gestion actuelle de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est un autre bilan d'un accident mortel survenu dans l'arrondissement de Mbanga il y a quelques heures, au moins 5 morts à la suite d'un dépassement en 3e position effectué par un minibus qui s'est retrouvé face à face à un camion transportant des produits brassicoles. Nous ferons le point au cœur de ce journal. Et à l'international, le président français Emmanuel Macron était à Kigali afin de commémorer les différents tristes événements vécus il y a une vingtaine d'années dans ce pays, lui qui estime que la France a une responsabilité dans ces massacres survenus au Rwanda. Nous en parlerons dans la page internationale de 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cet hommage de la nation au doyen des sénateurs camerounais, Chief Victor Mokete, figure emblématique de la réunification au Cameroun, un artisan de cette réunification, décoré à titre posthume, mais également célébré à travers des éloges et témoignages des personnalités l'ayant connu. D'autres Camerounais n'ont pas oublié cette scène au Sénat, là où ils s'en étaient pris vertement au gouvernement, critiquant la gestion de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Évocation avec Rodrigue Gassi et Gizogo. Un ultime hommage au sénateur Victor Mokete, décédé récemment à l'âge de 103 ans des suites de maladie. Le Sénat, où il officiait, lui a déroulé le tapis rouge au cours d'une cérémonie d'hommage au palais de congrès de Yaoundé, où le ministre de l'administration territoriale représentait le chef de l'État et a décoré le disparu à titre posthume de la médaille de grand cordon de l'ordre du mérite camerounais. Dans son éloge funèbre, le premier vice-président du Sénat, Aboubakary Abdoulaye, a dressé le portrait d'un homme de conviction. Je retiens de notre cher doyen d'âge la force de conviction et des engagements, un remarquable sens du devoir et un attachement viscéral à la République et à ses valeurs. Oui, le sénateur Mokete a marqué nos esprits par la force de ses convictions et de ses engagements, nourris par son patriotisme et son nationalisme incontesté. C'est dans cette même veine qu'autant Aboubakary Abdoulaye du Sénat que Peter Mafani Moussongué de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme ont souligné son rôle dans la réunification du Cameroun. Ne s'étant jamais régné, il a conservé sa détermination et son engagement pour la réunification de notre pays, dont il est, reste et demeure l'un des pères fondateurs. C'est l'un des architectes de la réunification du Cameroun. Quand il était étudiant déjà, il a commencé à travailler avec ses frères francophones pour la réunification du Cameroun. Et dans sa vie, il a vu se réaliser cette réunification. C'est un monsieur qui défendait son point de vue avec beaucoup d'énergie. Et nous apprécions qu'il a défendu beaucoup le bilinguisme de notre pays. D'autres, comme Etame Massoma, s'en sont rappelés comme d'un patriote et chef traditionnel éminent. Je garde du sénateur Fon Mokete le souvenir d'un homme d'action, de paix, un patriote très attaché à son pays, aux valeurs républicaines, et puis un chef traditionnel respecté. Cette cérémonie d'hommage à Victor Mokete s'est achevée par un culte à la Presbyterian Church in Cameroon, PCC, à Bastos.
Certes salué par le Sérail pour son parcours et son action, Victor Mokete n'en avait pas moins jeté un pavé dans la mare récemment en estimant que le président de la République devait en faire davantage dans la résolution de la crise anglophone, alors que selon lui, cette partie du Cameroun était négligée. Même s'il avait dû retirer ses propos, le malaise s'était installé. Et le Parlement qui devrait se réunir pour la session ordinaire du mois de juin d'ici le 8 juin prochain. Du moins, la convocation de la session ordinaire de l'Assemblée nationale a été faite par le président Kavaye Guédibril de la Chambre basse du Parlement. Encore un accident mortel sur la route. La scène se déroule au lieu dit Kombe dans l'arrondissement de Banga. Un bus en partance pour l'ouest a engagé un dépassement en 3e position et il s'est retrouvé en face d'un camion roulant dans le sens inverse. Le choc inévitable a été fatal pour certains passagers de ce minibus. Au moins 5 morts sur le carreau selon des témoins et de nombreux blessés graves ont été transportés à l'hôpital de district de Mbanga. Je vous invite à suivre le sous-préfet Teboa Christine Kefo, sous-préfet de Mbanga, qui relate les circonstances de cet accident mortel. Oui, nous venons d'enregistrer un accident de circulation routière sur la nationale numéro 5 dans notre unité de commandement et plus précisément dans le village Kombe-Route. L'accident en question est produit cet après-midi entre une agence d'originaire de Bamboutus et un camion de la brasserie. Sur ces accidents, nous avons enregistré 5 morts et plusieurs blessés. Donc, les blessés ont été transportés à l'hôpital du district de Mbanga pour le prise en charge. Donc, nous profitons de l'occasion pour transmettre les condoléances les plus attristées du gouvernement de la République aux familles endeuillées. Nous profitons aussi de cette tribune pour sensibiliser les usagers de la route d'être prudents et vigilants sur la nationale numéro 5 et les responsables des forces de maintien de l'ordre qui sont actuellement sur le terrain sont en train de faire leur travail et pour rétablir la circulation et surtout pour établir les causes exactes de cet accident. Merci. Dans l'actualité, un jeune est décédé des suites de noyade à Kekem dans le département du Honkam. À l'insu de ses parents, il se rendait avec ses camarades à la cueillette des mangues. Cependant, la traversée d'une rivière sera une épreuve redoutable pour ces enfants qui espéraient nager jusqu'à l'autre rive où se trouvaient des manguiers. L'adolescent en question a été emporté par le courant des eaux. Ses camarades ont essayé en vain de le sauver. Le récit de cette histoire pathétique, c'est avec Andy Gagnon et Vivien Tonfac. Encore un décès tragique à Kekem, dans le département du Honkam. Ismaël Fevong Ameni vient de perdre la vie alors qu'il allait cueillir des mangues avec ses camarades. Ici, je vois en train de manger avec mes amis. Ensuite, c'est les villes, c'est mes amis qui ont été chercher les mangues. À Cambo, nous mettons la position qu'on va chercher les mangues. Nous sommes allés maintenant au bord pour vouloir traverser avec les pirogues. Il n'y avait pas les pirogues. À défaut de pirogues, pour traverser la rivière Ngoum, afin de rejoindre les manguiers à Kambé, situés à l'autre bout de la rive, ils s'engagent à faire valoir leur talent de nageur. Il s'est maintenant déshabillé, nous a demandé de se déshabiller quand on essaie de nager pour traverser. Il nous a fait comprendre que lui ne sait pas bien nager, qu'à un niveau on va un peu l'aider. Un exercice risqué qui a été fatal pour un de ces aventuriers. On s'est mis à plonger dans l'eau. À un niveau quand on traversait, lui il a commencé à se noyer. On s'est rendu compte qu'il était en train de se noyer. Avec mes amis, on s'est mis à essayer de le porter dans l'eau. On a presque tout essayé, mais on n'a même pas pu essayer. Il a commencé à nous appuyer que dans l'eau. Ensuite, en bas de l'eau, on le cherche, on a pu. Donc on l'a perdu dans l'eau. Nous tous on s'est découragés, nous sommes sortis dans l'eau pour venir informer le cagé qui est un membre de notre famille qui est perdu dans l'eau. Le père d'Ismaël est d'autant plus surpris par le décès de son fils qu'il le croyait en train d'accomplir les tâches ménagères qui lui avaient été confiées. Expliquer en bref ce qui s'est passé. Donc je rentre du voyage
samedi soir, j'arrive à la maison à 22 h. Je ne trouve pas Favor. Alors je demande les autres, on me dit que Favor vient de sortir. Alors comme il a l'habitude de ne pas être là les soirs, je m'endors. C'est le matin que je vois Favor. Donc le dimanche au matin. Donc le dimanche matin, donc, je l'appelle. Il vient à la porte de ma chambre. Il dit que mais Favor, c'est comment papa ne peut pas se déplacer et tu gardes cette maison. Alors du coup, je lui dis qu'il y a la porcherie là, tu n'as pas nettoyé, il y avait un endroit là que je t'avais laissé de faire, je ne sais pas si tu as même nettoyé les herbes là-bas. Il me dit que non, je dis que va dans la porcherie, après la porcherie, tu vas aller nettoyer là-bas. Pendant qu'elle était en train de me quitter et que le soleil est en train de baisser, c'est comme ça qu'il était en train de partir avec un groupe d'amis que j'avais toujours interdit de ne plus marcher avec eux. C'est comme ça que les mêmes amis reviennent après 40 minutes, donc moins d'1 heure de temps, reviennent devant moi tout essoufflé pendant que je suis au téléphone en train d'échanger avec quelqu'un. Quand je demande qu'est-ce que Favor a fait, il est où? Ils me disent que Favor est à l'eau. Je dis qu'à l'eau comment Favor qui vient de se séparer ici avec moi. Alors c'est comme ça que subitement je ferme la boutique. Je lui dis que va me montrer là où Favor se trouve à l'eau. On court, on arrive là, il me dit que Favor est là, il s'est noyé là-bas. Âgé de 18 ans, Ismaël était élève en classe de Form 5 au lycée bilingue de Kekem. Son décès tragique survient 2 semaines après celui d'une jeune fille, dans la même localité. Nouvel épisode de tension au marché Koulouloun dans le 2e arrondissement de Douala. Des heurts se sont poursuivis, affrontements entre forces de maintien de l'ordre et des commerçants déterminés à ne pas payer les 100 000 francs CFA exigés pour occuper 1 mètre carré sur la voie publique. Des tirs de gaz lacrymogènes, des matraques ont été utilisés pour dissuader cette grogne des commerçants qui persistent dans le 2e arrondissement de Douala. Les usagers et autres citoyens ont été bloqués à cause de cette mobilisation impressionnante des forces de maintien de l'ordre pour contenir ce énième mouvement d'humeur des commerçants dans cet espace marchand. Des précisions avec Equa Claude, Cédric Ding et Dallas Tiana. 2e journée de manifestation au marché Koulouloun. Dans la matinée, des heurts ont repris entre commerçants et forces de maintien de l'ordre. Tirs de gaz lacrymogène et de canons à eau pour disperser les manifestants, auxquels les badauds se sont rajoutés. Plusieurs heures d'affrontements qui ont failli dégénérer à plusieurs reprises, coûtant même des véhicules aux personnes qui passaient par là. Suite à la taxe de 100 000 francs qui leur est imposée par la commune d'arrondissement de Douala 2e, les commerçants du marché Koulouloun ne décolèrent pas, faisant régner un climat de tension au sein de l'une des principales places commerciales de la commune d'arrondissement. Et en fin de journée, quelle est la situation observée dans ces différents axes routiers du 2e arrondissement de Douala, là où des heurts se sont poursuivis en matinée entre commerçants, vendeurs à la sauvette et forces de maintien de l'ordre. Nos reporters s'y sont rendus pour évaluer l'ampleur des dégâts à la suite de ces affrontements et échauffourées entre forces de maintien de l'ordre et commerçants. On fait le point avec Cédric Ding, Dallas Tiana et Equa Claude. Jeune journée au marché Koulouloun dans le 2e arrondissement de Douala. La pression retombe progressivement. Les commerçants ouvrent petit à petit et vaquent assez normalement à leurs occupations dans un endroit où des échauffourées, des affrontements ont été enregistrés plus tôt dans la journée entre ces mêmes commerçants et les forces de maintien de l'ordre. En rappel, quelques mois plus tôt, notamment le 22 mars dernier, les mêmes affrontements avaient été enregistrés du côté de la poste au niveau du marché central entre les commerçants et les forces de l'ordre. À cette époque-là, à ce moment-là, le sous-préfet d'arrondissement de Douala 2e convoque une réunion de crise 3 jours plus tard, notamment le 25 mars 2021. Mais de ces réunions de crise, rien, aucune solution visant à apaiser les tensions n'est encore sortie jusqu'à l'heure qu'il est. Et les frustrations des commerçants s'accumulent et font craindre un regain de tension dans les marchés de la ville de Douala. Depuis le marché Koulouloun pour Equinox Télévision, nous sommes Claude Quoi
et Cédrinding. C'est un sale temps pour des contrebandiers dans le département des Bamboutos, région de l'Ouest. Leur activité a pris un sérieux coup lors d'une mission de contrôle des agents du ministère du Commerce. Une importante quantité de boissons alcoolisées a été saisie. Selon ces agents publics, ce sont des produits de qualité douteuse entrés de façon frauduleuse en territoire camerounais. Explication avec Raphaël Tcheko et Vivien Tonfac. La délégation départementale du commerce pour les Bamboutos vient de mettre la main sur un important stock de boissons alcoolisées issues de la contrebande. Avec des informations qu'il existe de produits de la contrebande et surtout la boisson qu'il existe dans nos marchés. Et nous avions mené dans les enquêtes pour savoir et constater où ce produit sort. La stratégie mise en branle à la suite des plaintes des consommateurs pour éviter l'entrée sur le marché camerounais de ces produits de qualité douteuse portera des fruits. Nos enquêtes nous ont situés dans l'arrondissement de Babacho, où nous avions effectivement constaté une bonne stock de produits de boissons, de la contrebande qui entre dans notre pays frauduleusement. Et là, nous avions saisi le stock que nous avions trouvé sur le terrain. Les propriétaires des stocks saisis restent introuvables, mais une procédure a été enclenchée afin de les traquer et les soumettre à la rigueur de la loi. Les produits sont saisis et la loi va suivre tout simplement sa procédure, seront suivies strictement en respectant les lois et règlements en vigueur. Ces produits sont vraisemblablement partis du Nigeria, en passant par la région du Nord-Ouest, voisine, au département des Bamboutos. La cité balnéaire de Kribi fait face à un sérieux problème d'approvisionnement en eau courante. Avec la démographie galopante et l'extension de la ville, la situation préoccupe la commune de Kribi Premier. Durant sa session ordinaire d'examen des comptes, le préfet de l'Océan a appelé les différents conseils municipaux à taire le conflit pour le bien-être social des populations. Compte rendu, Joseph Abena. La question d'eau potable se pose avec acuité dans la cité balnéaire de Kribi. Avec la poussée démographique et l'extension de la ville, les robinets passent désespérément des jours à sec et les citoyens font alors recours aux moyens de bord. Moi, seul on a Boamanga pour venir puiser l'eau ici, là, c'est chaud, c'est grave. Vous savez, dans les bidons, puiser l'eau avec. Pas la première fois, c'est comme ça qu'on se supporte. À Kribi, il n'y a pas l'eau de la Sinec. Depuis qu'on a installé l'eau, on n'a jamais mis l'eau à la portée de la population. C'est ici là qu'on vient se ravitailler parce qu'on n'achète pas et c'est un peu propre. En plus de cette situation, le réseau de distribution d'eau n'atteint pas tous les quartiers de la ville. Ici, au quartier Mpangou, à Kribi Premier, on se sert encore des ruisseaux. Déjà, étant donné que dans le quartier, nous avons un peu des conditions de vie défavorables. Nous avons aussi des problèmes d'eau. Étant donné que nous avons trouvé les anciens, ils ont commencé à boire. Donc on dit que quand vous arrivez quelque part, si on danse d'un pied, danse seulement. Donc nous aussi, on a commencé à boire. Cette situation préoccupe l'exécutif municipal de Kribi Premier, réuni ici en session d'examen et d'adoption des comptes. Le préfet a prescrit et conseillé de se rapprocher de Madame le maire. Vous savez, nous sortons d'une élection, il y a toujours des fissures, mais j'ai compris avec les prescriptions du préfet que désormais les conseillers vont comprendre que nous sommes tous ensemble et nous devons être tous ensemble pour relever le défi qu'est le développement de notre municipalité. Le climat qui règne ici n'est pas un fleuve tranquille. De vives tensions issues des élections meublent parfois les travaux. Je voudrais donc ici inviter les conseillers municipaux à se mettre aux côtés de Madame le maire pour pouvoir améliorer la qualité des travaux de ce conseil municipal, mais aussi et surtout pour l'accompagner dans la réalisation de différents projets en faveur des populations. Cela donc passe à travers une implication de tout le monde autour de Madame le maire. Je voudrais aussi inviter aussi Madame le maire à tendre la main, à impliquer tous les conseils municipaux ici présents, aussi bien dans le choix, la maturation des projets, mais également dans la mise en œuvre de différents projets. Le conseil
municipal doit constituer cet organe au sein duquel les populations se reconnaissent au quotidien à travers une synergie d'action de l'exécutif avec le conseil municipal. À côté de ces efforts fournis par la mairie pour résoudre ce problème d'eau potable, plusieurs pointent un doigt accusateur sur la vétusté des installations et le laxisme de ceux qui sont en charge de la distribution de ce précieux liquide. La question de l'insertion des jeunes femmes dans le monde, dans les domaines maritimes, se pose avec acuité. Très peu de jeunes étudiantes s'intéressent au métier de la mer. Le constat a été fait par plusieurs organisations féminines et notamment des femmes spécialistes dans ces différents métiers ont tenu à entretenir des étudiantes de l'université de Douala sur les opportunités existantes dans le domaine d'activités liées au métier de la mer. D'autres détails dans ce reportage signé Nadine Yambou et Dallas Chana. Dans les métiers maritimes, les femmes demeurent sous-représentées, voire inexistantes. Selon l'Organisation maritime internationale, elles constituent à peine 2% des 1,2 million de marins employés dans le monde. 94% d'entre elles travaillent uniquement dans les secteurs de croisière. Il y a des secteurs où elles sont même à 0%. Dans le secteur des marins, par exemple, on compte 2% seulement dans le monde. Vous voyez que c'est très insignifiant. Oui, à ces jeunes étudiants, effectivement, je leur demande de booster dans les études, d'aller plus loin, de ne pas s'arrêter simplement à un certain niveau de low level. Comme je l'ai souvent dit, il faut aller plus loin parce qu'on a besoin des ingénieries dans le secteur. Au Cameroun, quelques rares femmes qui ont réussi à braver et à s'insérer dans le secteur jadis réservé aux hommes. La tâche n'est pas du tout aisée, comme le témoigne cette dame qui cumule 12 années au portique au port autonome de Douala. Quand ils sont arrivés là-bas, les gens se posaient des questions. Quelle est cette femme-là qui vient faire le métier des hommes malgré les critiques ou bien les insultes et tout le reste? Mais moi, ça ne me disait rien parce que moi, j'avais mon objectif. C'était de faire mon travail. Et je faisais mon travail dans la simplicité et les compétences, quoi. C'est ça qu'entre l'homme et la femme, dans un travail à l'égalité. Valoriser les métiers maritimes et encourager les jeunes, notamment les femmes, à se lancer dans ce domaine, c'est l'objectif des journées de sensibilisation organisées à l'université de Douala. À mes chères jeunes sœurs, c'est de se lancer, de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur parce que j'aurais l'impression qu'ils ont mis dans leur tête que le port a toujours été fait pour les travaux compliqués, les travaux de force, mais ce n'est pas le cas. Dans mon intervention aujourd'hui, c'était pour les enlever la psychose là dans la tête. Au port, il y a les postes pour tout le monde. On ne doit pas se laisser impressionner par les hommes parce qu'ils parlent un peu plus fort que nous. Les expériences et connaissances partagées ici suscitent l'engouement des participantes à explorer ce domaine. Les femmes avaient peur de ce métier en pensant que ce sont des métiers purement physiques. Mais aujourd'hui, avec l'association WIPMAX, ils nous aident à comprendre que ce n'est pas que physique. Ça veut dire que les femmes également ont un apport à donner dans ce métier-là. Durant ces journées, ces jeunes femmes ont été outillées sur les métiers de la mer, tels que le transport maritime, en passant par le transit, de même que l'activité portuaire. Objectif, présenter des opportunités qui leur permettront, une fois sortis de l'école, de pouvoir s'insérer dans le monde professionnel. Officiel de l'année 2021, la région de l'Est entend améliorer ses résultats et tout faire pour éviter la fraude. C'est l'une des résolutions prises lors d'une rencontre des chefs d'établissements scolaires publics et la délégation régionale des enseignements secondaires à Berthois. D'autres détails avec Benjamin et Sam. L'année scolaire 2020-2021 finissante n'aura pas été une balade de santé pour les chefs d'établissements secondaires de la région de l'Est. Les gels coûtent extrêmement cher sur le marché. Vous avez pratiquement 100 personnels qui doivent agir. Si un personnel devrait avoir un petit gel de 1000 francs, vous avez compris que c'est 100 000 francs qui s'envolent sans laisser de traces. Avec l'événement de Covid, on doit faire la distance sociale au sein. Et il y a aussi des difficultés matérielles.
Malgré la rareté des moyens, tout a été mis en œuvre pour le respect strict des mesures barrières, des mesures encore prescrites pour les examens officiels à venir. Les mesures barrières restent de mise. Vous étiez dans la salle tout à l'heure, le port du masque, les dispositifs de lavage des mains et autres, la distanciation, tout est respecté. C'est pour dire que justement nous ne mettons pas cet aspect-là de côté. À quelques semaines des examens officiels de la session 2021, les chefs d'établissements secondaires de l'Est viennent de se retrouver autour du patron du MINESEC. Et parmi les différentes recommandations pour les prochains examens et concours, il y a l'amélioration des résultats scolaires. Il faudrait que la région de l'Est sorte peut-être autre que nous n'entendions pour parler de fraude ou quoi que ce soit, et que les résultats, nous avons encore quelques jours avant les examens, nous sortons là de plusieurs séminaires par rapport à la distance education. Nous devons outiller nos chefs d'établissement pour que les enfants se mettent résolument au travail pour améliorer davantage les résultats et le rang dans le classement national de la région de l'Est. La France a un rôle et une responsabilité politique au Rwanda. Elle a un devoir, celui de regarder l'histoire en face et de reconnaître la part de responsabilité et de souffrance qu'elle a infligée au peuple rwandais en faisant trop longtemps prévaloir le silence sur l'examen de la vérité. Ainsi s'exprime Emmanuel Macron sur son compte officiel Facebook après cette visite au Rwanda, là où il estime que reconnaître ce passé est déjà un geste important. Sans contrepartie, il a échangé avec le président rwandais. Et dans l'actualité sur le continent africain, c'est la libération également du président de la transition au Mali. On voit tout cela dans la mouture internationale signée Gladys Sidié. Le porte-parole du colonel Assimi Goïta était face à la presse mercredi 26 mai 2021. Durant son intervention à la télévision publique malienne, il a annoncé la libération imminente du président de la transition et de son premier ministre. Les personnes détenues vont recouvrer leur liberté, mais cela se fera de façon graduelle pour des raisons de sécurité, des raisons évidentes de sécurité. Quelques heures plus tard, des membres des familles de ces deux personnalités ont confirmé que les deux hommes étaient rentrés chez eux à Bamako. Leur libération était une des exigences de la communauté internationale face à ce qui s'apparente au deuxième coup d'État en 9 mois au Mali. Le flou persiste quant à la gestion du pays. Si le colonel Assimi Goïta a donné des garanties quant à la poursuite de la transition jusqu'à l'organisation de nouvelles élections en 2022, la communauté internationale de son côté ne l'entend pas de cette oreille et elle menace de sanctions le Mali. Les États-Unis, par exemple, ont suspendu l'assistance aux forces de sécurité et de défense maliennes en précisant que des mesures ciblées seront prises dans le futur contre les responsables politiques et militaires qui ont entravé la transition civile vers une gouvernance démocratique. C'est un déplacement historique pour Emmanuel Macron qui s'est rendu à Kigali au Rwanda. Il est seulement le deuxième président français à faire le voyage au Rwanda depuis le génocide des Tutsis en 1994. Il a, durant son discours, reconnu les responsabilités de la France dans ce génocide 27 ans plus tard. En me tenant avec humilité et respect à vos côtés, ce jour, je viens reconnaître nos responsabilités. En s'engageant dès 1990 dans un conflit dans lequel elle n'avait aucune antériorité, la France n'a pas su entendre la voix de ceux qui l'avaient mise en garde. Ou bien a-t-elle surestimé sa force en pensant pouvoir arrêter ce qui était déjà à l'œuvre? La France n'a pas compris qu'en voulant faire obstacle à un conflit régional ou une guerre civile, elle restait de fait aux côtés d'un régime génocidaire. Emmanuel Macron est aussi revenu sur le devoir de la France au Rwanda. Les tueurs qui hantaient les marais, les collines, les églises,
n'avait pas le visage de la France. Elle n'a pas été complice. Le sang qui a coulé n'a pas déshonoré ses armes, ni les mains de ses soldats, qui ont, eux aussi, vu de leurs yeux l'innommable, pensé des blessures et étouffé leurs larmes. Mais la France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda. Durant cette visite, le président français s'est aussi rendu au mémorial du génocide de Gizozi, où plus de 250 000 personnes ont été enterrées. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Après avoir été contraints à la démission, Baendo et Mokhtar sont désormais libres. L'annonce a été faite par les conseillers spéciaux du vice-président, le colonel Assimi Goïta, signe de décrispation au Mali, au moment où il y a une pression de la CEDEAO pour un retour à l'ordre constitutionnel et la charte avec ces différentes interprétations qui sont au cœur de cette mésentente entre le pouvoir civil et la junte militaire au pouvoir. Des questions se posent à présent sur la stratégie à mettre en œuvre pour que cette transition puisse parvenir à la mise en œuvre des différentes priorités, à savoir sortir le pays d'un chaos politique et organiser les élections présidentielles afin de pouvoir déterminer qui sera le prochain homme fort du Mali. Serge Alain. 27 ans après le génocide au Rwanda, le président Macron fait son mea culpa. La France reconnaît sa responsabilité politique dans ces tristes événements survenus dans ce pays, là où vous l'avez vu, plus de 250 000 personnes avaient été tuées dans des circonstances horribles. Emmanuel Macron a regretté le fait que la France n'ait pas compris l'attitude qu'elle devait adopter. Elle n'aurait pas dû être aux côtés d'un régime génocidaire, a-t-il déclaré. Cependant, il a précisé que les soldats français et les armes françaises n'ont pas tué des Rwandais durant ce génocide, mais il reconnaît la responsabilité politique et pour lui c'est une grande avancée dans la réconciliation entre le peuple français et le peuple rwandais. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel et qui nous soit deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous lundi. On reviendra certainement demain. Voilà. Vous le savez, c'est un heure de congé et oui. Nous sommes encore là. Voilà, demain, vendredi, ensemble, à 20h. Cédric nous fallait là pour vous, demain, 20h. Bonne soirée à vous, Cédric. Madame, monsieur, dans un instant, la suite et qui nous soit. Retour sur le plateau Equinox, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie du docteur Louison Essomba et du docteur Dalvaris Goudou. Et également à Ouagadougou, nous allons retrouver Eric Yombi. Eric Yombi, mais vous allez attendre une minute, Eric Yombi. On commence par le Cameroun, par Douala, Bonakwama, docteur Louison Essomba. Le président de la transition est libre, mais on a pu obtenir, les militaires ont pu obtenir ce qu'ils voulaient, sa démission. Oui, bien entendu, nous voyons aussi ces gens-là, toutes les vérités pouvoiristes. Est-ce que vous imaginez un autre scénario? Non. À partir du moment où on l'a amené à Kati? Dès qu'on l'a amené à Kati, vous avez vu les pressions internationales qui sont venues. La France... Mais c'était pour demander qu'on le libère. Mais bien entendu... Mais pas pour qu'il démissionne. Oui, la France a fait... C'était déjà une évidence. C'est-à-dire que dans ces conditions-là, ces gens-là, même si c'est vous-même, vous n'allez plus accepter de prendre les rênes de la conduite de la transition. C'est-à-dire que sous une telle pression, il n'y a que lieu parce que mais dans cette zone de Kati, vous ne pouvez pas imaginer la pression militaire. Peut-être on aurait pu le dire que si vous insistez à regagner votre statut, qui sait comment on vous a pris, on peut encore vous prendre. Peut-être là, ce sera plus d'évidence pour vous de sortir. Donc, la jeune militaire ne pouvait pas faire autrement, puisque là, toutes les pressions externes et internationales qui tombaient sur elle
ce n'était qu'une évidence de leur libération. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'ils aient eu la vie sauve, et ça, c'est ce qui m'intéresse. Mais maintenant, la suite, je vous assure que les concernés ne seront plus prêts à remonter à ce statut-là, d'être président ou premier ministre de la transition. Et ça me permet de faire un autre commentaire pour indiquer que vous convenez avec moi que dans ce qui se passe, la jeune militaire a en réalité envie de demeurer au pouvoir. Parce que vous avez vu, quand ils démettent le président et le premier ministre, les gars disent qu'ils ont 3 ans pour organiser la transition démocratique. On leur a dit non. Écoutez, lorsque vous savez, après un coup d'État, la jeune militaire prend le temps à rester, à demeurer au pouvoir, en réalité, on n'est plus là dans une logique de transition démocratique, mais de conservation du pouvoir dans un régime militaire. Et d'où les pressions qui sont venues, ont donc poussé les concernés à dire, ok, on n'a plus 3 ans à faire, on a 1 an en 2022 pour voir comment organiser une élection. Donc la junte est nourrie par des velléités pouvoiristes qui sont clairement perceptibles. Voilà, docteur Dalvaris Goudou, je crois que Assimi Goïta dit que tout sera respecté, respect de ce qui a été dit, c'est-à-dire 18 mois de transition, élection en février 2022. Oui, on espère qu'ils vont respecter cela et je partage parfaitement le point de vue du docteur Essomba. Premièrement, quand vous êtes dans un camp, le camp de Kati, oui, c'est un camp militaire, c'est pratiquement l'un des rares qui est totalement sous le contrôle des Maliens encore. Et en situation de coup d'État, on peut même vous tuer. On vous dit que c'était une balle perdue. Le reste, c'est en politique. C'est-à-dire, on passe et on prend les autres, on continue. En dehors de vous tuer, on peut vous envoyer en prison. Puisque pour le moment, il y a ce qu'on appelle le rapport de force. Vous êtes dans un camp, il y a des milliers de soldats. Vous êtes seul avec votre boubou sur vous. Vous ne valez pas grand-chose. On vous envoie en prison comme on peut. Mais maintenant, pour moi, je suis un souverainiste. J'ai dit, si ces gars pensent vraiment qu'ils vont respecter leurs paroles, c'est-à-dire, il y aura un pouvoir civil qui vient, que le Mali, avec d'autres partenaires, puisse sortir de la situation où elle est. Je prends un élément simple. Tout récemment, le 25 ici, là, il y a un pays de l'OTAN, le Danemark, qui a envoyé plus d'100 d'hommes. Ils envoient des forces spéciales. Qui leur donne l'autorisation d'envoyer des hommes au Mali? C'est pas sérieux. Est-ce que c'est le président? Est-ce que c'est le vice-président? Et ils sont nombreux là. Ça veut dire qu'ils décident de venir au Mali comme ça. Pourquoi? Parce que les enjeux sont ailleurs, même si nous faisons le débat ailleurs. Les enjeux en dehors de l'aspect géostratégique que je parlais d'encerclement de l'Algérie, Kato, il faut les faire tomber. C'est un exemple mauvais pour l'Afrique, selon la France. Il n'y a qu'au nord du Mali, vous savez, l'Algérie est très riche en pétrole et en gaz. C'est l'un des grands exportateurs mondiaux de gaz. Et au nord, au sud de l'Algérie, il y a beaucoup de gaz. Il y a une nappe importante de cela qui est au nord du Mali. Il y a de l'or, il y a de l'uranium. Et les pays européens, vous savez, la plupart des pays européens, aujourd'hui, ils sont en train de poursuivre l'énergie verte, ça veut dire moins polluante. Et pour cela, et qui ne coûte pas cher. Et pour cela, l'uranium joue un rôle central. Et ils considèrent le nord du Mali comme une partie de la Centrafrique, comme les réserves qui leur appartiennent. Là, il faut inventer n'importe quelle hypothèse pour être sur le terrain. C'est pourquoi vous voyez, ils sont là depuis des années. Curieusement, depuis pratiquement qu'ils sont là, on a comme impression qu'il y a la présence et le nombre d'hommes qui montent. Les Français sont jusqu'à 5000 hommes. Mais curieusement, la situation de sécurité ne fait que se dégrader. C'est pourquoi je pense que si ces gars pensent qu'ils peuvent avoir d'autres partenaires sur la scène internationale qui peuvent le permettre d'imposer la souveraineté de leur pays, c'est une très bonne chose. Mais par contre, je pense que cela ne va pas être facile parce qu'une des grandes difficultés, c'est que le Mali, c'est une nation qui est totalement enclavée, donc elle a besoin des voisins pour pouvoir fonctionner. Et ce qu'on ne nous dit pas tout, vous savez, le Mali, c'est le deuxième producteur d'or sur le continent africain. Alors qu'on le montre toujours, oui, et du coton. Et on nous donne toujours l'impression que c'est un pays qui est extrêmement pauvre. Pour dire quoi? Que si les puissances qui ont la main mise sur le Mali, notamment la France, l'avaient laissé vraiment fonctionner, nous pensons que celui-là devait être un très très grand pays. Mais maintenant, pour la question du pouvoir que le docteur Essomba, il s'est dit, dans presque tous les pays du monde, les vrais gars qui ont le pouvoir, c'est les militaires. Même chez nous. La différence, c'est que les politiques partent. On vous nomme, vous partez. Vous avez le mandat, vous partez. Mais les militaires, ils sont là. Vous voyez, en Chine, là, au niveau du comité central du Parti communiste, quelle est la commission la plus puissante? La commission du renseignement militaire. Parce que c'est Xi Jinping. C'est Xi Jinping qui est le président de la République et le secrétaire général du Parti communiste. Renseignement militaire, c'est lui qui préside. Pratiquement, même aux États-Unis, là. Oui, même en Israël. Qu'est-ce qui commande la politique internationale des États-Unis? C'est le complexe militaro-industriel. C'est les fabricants d'armes. En France, c'est les Dassault et tout le reste. Lobby, hein. Exact. C'est les grands lobbies financiers et surtout militaires. Puisque quand on fait de la politique, c'était la force du président Idriss Déby, il avait compris ça. Parce qu'en France, lui travaille avec les services. Les hommes politiques, ils viennent après, ils partent.
C'est pourquoi vous voyez quand Pasqua a été ministre de l'Intérieur, il disait qu'ils savent que je sais. Et quand vous avez le renseignement militaire, vous contrôlez le pays. Même quand vous n'êtes plus au pouvoir, vous avez une certaine influence. Donc pour dire quoi? Pour dire que dans tous les pays du monde, les militaires, et surtout les gros, ils sont jeunes quand même. C'est les gars, et quand vous êtes colonel à leur arche là, au minimum, c'est là qu'ils peuvent encore faire moins de 30 ans. Hein. Ça veut dire s'il n'y a rien là, s'ils sont seulement militaires, ils peuvent faire 130 ans à servir le pays. En d'autres termes, quand les gars qui sont politiques maintenant, ils vont peut être là, ils vont encore être là jusqu'au rang de général, ils peuvent finir même général de corps d'armée, même s'ils ne suivent qu'une carrière militaire simple. En termes simples, quand on a ce type de personnes, il faut compter. Général de corps d'armée. Et puis s'il est colonel aujourd'hui là, il peut. Donc là-bas, on ne va pas vite. Non, c'est pas comme au Tchad. Et justement, vous avez posé que ça. Comment Macron peut-il dire qu'il y a un coup d'État au Mali? Non, on va d'abord prendre Eric Yorbi, le gouvernement Mokhtar Ouane, qui a été annoncé le 24 mai dernier, devait intégrer les organisations politiques. C'est peut-être ce qui a suscité le courroux des militaires. Pourquoi Assimi Goïta ne veut pas, on va le dire comme ça, ne veut pas qu'on intègre les civils? Ça doit rester une affaire de militaires au Mali, le pouvoir? Oui, vous devez comprendre que tel que je vous l'ai dit d'abord précédemment, les militaires ont volé la révolution au Mali. Ils ont volé la révolution en ce sens où le terrain qui a été préparé par le M5, ce terrain a été favorable pour que l'armée finalement vienne récupérer tout le travail qui avait déjà été fait par les différentes forces coalisées. Alors, donc, il se passe tout simplement au Mali que les militaires ont jusqu'ici géré le pouvoir entre eux. Ils ont incorporé une minuscule part des politiques et le gouvernement, bien entendu, de Mokhtar Ouane voulait bien sûr s'émanciper de ce pouvoir militaire. Mal leur en a pris parce que les militaires n'étaient pas du tout d'accord par rapport à cette émancipation qui se préparait. Donc, je reviens à l'hypothèse développée précédemment. Nous sommes dans un cas de figure où les militaires sont désormais très bien ancrés dans le jeu politique. Or, nous les attendons beaucoup plus dans les casernes. On les attend sur le terrain sécuritaire où ils sont extrêmement absents. Mais la volonté aujourd'hui de vouloir intégrer les partis politiques, notamment le M5, les partis qui ont contribué à cette révolution, ça participe également d'une démarche où, bien entendu, les militaires semblent perdus ou alors les militaires veulent donner une certaine caution à leurs différents partenaires tels que la CEDEAO, la MINUSMA et consorts. Ils veulent donc composer avec ceux qui en réalité ont fait cette révolution. Mais s'il y avait sincérité dans l'action militaire, pourquoi ne l'avaient-ils pas fait avant? Ils ne l'ont pas fait avant parce que bien entendu, ils n'étaient pas dos au mur. Mais il est important que nous revenions également sur certains éléments qui ont été dits. Vous savez, dans une période difficile où, bien entendu, avec les changements géopolitiques qui s'imposent, l'Afrique doit elle-même définir son projet. Une fois. Et l'actualité nous commande de regarder du côté du Rwanda, où nous avons vu qu'un régime suffisamment solide a réussi à imposer aux partenaires qu'est la France sa façon de voir les choses, sa façon bien entendu de s'installer sur la scène. Moi je pense qu'il est important de plus en plus que les Africains s'asseyent, se mettent ensemble, définissent leurs différentes stratégies pour être forts sur le toit du monde. Et bien entendu, ce qui fait mal avec le cas malien aujourd'hui, c'est que nous attendions beaucoup de ces jeunes, de ces militaires qui sont une autre génération et qui semblaient, n'est-ce pas, incarner une sorte de probité, une sorte d'ambition, d'espoir. Mais voilà que, malheureusement, avec les événements récents, on constate qu'ils sont tombés dans le piège de leurs parents. Vous savez, lorsque vous faites un tour à Bamako aujourd'hui, il est facile qu'on vous dise, ben, voici la bâtisse de tel militaire, pardon. Voici, bien entendu, les intérêts de tel militaire. Moi, ce que nous souhaitons, et vraiment, de tout cas avec le peuple malien, espérons que nous sortirons de cette situation. Quand je dis nous, c'est parce que je me sens malien aujourd'hui, et je dois rappeler ici qu'ils ont bien entendu tout mon soutien. Je terminerai en disant que la politique telle qu'elle doit être faite aujourd'hui en Afrique, nous l'imaginons avec une certaine élégance. L'élégance, c'est bien entendu de penser à ce peuple malien tant meurtri, ce peuple qui a tant souffert, ce peuple bien entendu qui
dont une partie est malheureusement décédée pour cette révolution, que les militaires vivement pensent à ceux-là, ceux qui ont lutté pour qu'eux ils prennent le pouvoir. Voilà, Éric Yombi, d'abord vous, Dr Goudjou, on va finalement parler d'Emmanuel Macron, comment comprendre ce discours qu'il a sorti pour les événements au Tchad et le discours qu'il développe aujourd'hui par rapport au Mali. Il condamne, il parle de prendre des sanctions ciblées vis-à-vis des protagonistes, alors qu'il a semblé adouber ce qui s'est passé au Tchad. Tout le monde voit, Serge Alain, que ça c'est pratiquement du 2 poids 2 mesures en l'espace de quelques semaines. Pratiquement au Tchad, la condition a été suspendue, a été mise entre guillemets. Il a lui-même fait le déplacement de N'Djamena lors des obsèques du président maréchal Idriss Déby Itno. Et même quand il est rentré à Paris, il les a assuré de tout le soutien, etc. etc. Et c'était des militaires, c'était même des militaires pratiquement de la famille, donc le fils du président. Maintenant, de l'autre côté, nous voyons qu'il ne laisse même pas, puisqu'en réalité, quand il y a eu arrestation, il n'a même pas laissé. Hein. Il a commencé à parler de sanctions. Je crois que les Américains ont commencé déjà à dire qu'ils arrêtent le soutien. Il y a des Allemands qui ont dit qu'ils arrêtent le soutien. Tout le monde commence à faire du bruit. Jusqu'à aujourd'hui, je crois, la France a convoqué une réunion du Conseil de sécurité. Les sanctions n'ont pas été prises puisque la Russie a menacé de mettre son droit de veto. C'est pourquoi il y a eu une entente que, ok, il faut que les personnes soient libérées, elles ont été libérées. Ça veut dire qu'il y a des négociations en cours. Donc, pour dire quoi, qu'en réalité, on assiste pratiquement aux 2 poids, 2 mesures. Des situations un peu similaires, pas identiques, dans 2 pays, pratiquement à l'espace de quelques semaines seulement, on voit 2 réactions extrêmement divergentes du président français, le président Macron. Donc, on se rend compte qu'en principe, la France ne va que dans le sens de ses intérêts. Et nous aussi, en tant qu'Africains, nous devons toujours intégrer cela. Il n'y a pas d'intérêt au Mali? La France a des intérêts au Mali, mais juste que la décision prise maintenant par le colonel Assimi Goïta semble aller contre le sens des intérêts français. C'est pratiquement quelque chose de plus ou moins similaire. Nous avons vu ici à côté de nous en RCA, où nous avons beaucoup d'hommes là. Nous avons perdu un éminent général là-bas qui commandait les troupes de la MINUSCA. Oui. Un gars il a perdu. Le général est décédé, son décret est décédé, son chauffeur est décédé. Ça veut dire ce que ça veut dire. Très curieusement, dans un très peu de temps, dans un laps de temps. Donc, pour dire quoi? Pour dire que quand la France s'est rendue compte que le président Touadéra ne marchait plus dans ses intérêts, comment tous les députés qu'ils ont fait, ils ont pratiquement ressuscité M. Bouzier, voulant le faire prendre le pouvoir. Il y aurait l'intervention des Russes et des Rwandais, qu'actuellement, nous pensons que le pouvoir à Bangui serait tombé. Donc, pour dire qu'il ne va qu'au gré de leurs intérêts. Et nous devons comprendre cela. C'est pourquoi parfois, c'est très dur d'admettre cela, parfois, mais j'admets Israël. C'était 45 Russes. Exact. Bon, officiellement. Oui, ils ont repoussé. 45. Exact. Ils ont toute une armée. C'est pourquoi je disais, j'admire beaucoup Israël. Parce qu'on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais les Israéliens le jouent par le sens de leurs intérêts. Quel que soit son ami, justement, qui travaille avec le président Touadéra, ils disent qu'ils sont très proches. Vous le connaissez. Il dit, quand ils sont partis rencontrer Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, il leur a dit, si vous, les Africains, voulez vous en sortir, il faut regarder le centre de vos intérêts. Parce que si Israël essayez juste d'implémenter. Puis vous avez bien compris que dans le cas de Mali, l'Union africaine parle, les Nations unies parlent, etc. L'Israël, on a même pris les résolutions, les sanctionnant. Ils s'en foutent. Ils ne mettent pas cela en œuvre. Ils continuent dans le centre de leurs intérêts. Je pense que nous, en tant qu'Africains, nous devons essayer d'agir comme Israël, c'est-à-dire regarder le centre de nos intérêts. Dans le monde entier, c'est là. Même avec les Français, ils ne rient pas. Quand vous regardez un peu leur chaîne là, quand il y a un Français qui soit à l'écart, ils frappent dur. Je dis dur. Vous savez, avec eux, il y a les Arabes là, ils savent que les Arabes ne leur veulent pas du bien. Mais les Arabes qui peuvent coopérer avec eux, ils regardent le centre de leurs intérêts. Ils ont signé beaucoup d'accords de paix là. Donc pour dire quoi, que nous, Africains, comme les Français ne regardent que le centre des intérêts, nous aussi nous devons regarder le centre de nos intérêts quand nous avons la responsabilité dans nos nations. Docteur Louison Issomba, cette attitude du président Macron, beaucoup de gens s'interrogent. Il y a le vérité au Tchad, erreur au Mali. Il y a justement lieu s'en inquiéter, ces gens-là, une position aussi ambivalente, qui n'arrive pas à avoir un fondement, qui n'arrive pas à s'expliquer. C'est-à-dire que sur des mêmes situations, on voit une posture différente, tout à fait diamétralement opposée. Vous voyez, à la situation au Tchad, on voit un président qui a pratiquement encouragé la mise à l'écart. Il a effectué le déplacement. Au point d'effectuer un déplacement, il était, comme on dit, en présentiel lors de ces cérémonies, qui démontre à suffit que dans le cadre de ce coup d'État que nous avons vécu, parce que moi je continue à croire qu'il s'agissait d'un coup d'État,
on se rend bien compte que la France a joué, continue de jouer un rôle trouble. Regardez ce qui se passe au Mali, c'est exactement la même chose. On met en frigo la norme fondamentale et finalement le président sort pour dire que vous la junte, il faut reconstituer l'ordre constitutionnel qui a été en feu. Non, moi je pense que c'est une attitude qui peut peut-être être rangée dans une immaturité politique, ou du moins, comme Alvarez le disait, le docteur le disait tout à l'heure, vous savez, c'est Guy de la Charrière qui le disait, entre les États, il n'y a pas d'amis forcément, mais il y a beaucoup plus des intérêts. Donc c'est le degré des intérêts qui se joue ici. Peut-être que la France estime qu'elle a davantage plus d'intérêts au Tchad, un peu moins qu'au Mali. Ok. Voilà, Éric Gombi, vous également, c'est votre point de vue, plus d'intérêt au Tchad qu'au Mali? Vous savez, la France définit ses intérêts par rapport à ce qu'on appelle, bien entendu, l'intérêt national. L'intérêt national, c'est ces différentes actions qui sont notamment menées à l'extérieur, qui permettent à la France de conforter, bien entendu, son influence, sa puissance. Ce que nous savons du nord du Mali, c'est que c'est une zone extrêmement riche en ce qui concerne déjà l'eau. Dans le désert, ce n'est pas du tout rien. On sait évidemment que dans le nord du Mali, il y a beaucoup d'or. Et on sait que dans le nord du Mali, il y a même du pétrole qui partirait de la bande sahélienne jusqu'au Darfour. On sait également que dans le nord du Mali, il y a bien d'autres richesses. Lorsqu'on l'a dit, on comprend pourquoi la France y est bien installée. Mais vous savez, il faudrait qu'on fasse un débat total entre nous Africains. Si la France développe ses intérêts par rapport à l'intérêt national en ce qui concerne le Mali, les Africains, ils développent quel intérêt? Pourquoi ne veulent-ils pas désormais se mettre ensemble pour défendre entre eux les intérêts? Et c'est pourquoi la question malienne nous dérange également aujourd'hui, tout simplement parce que les dynamiques citoyennes qui ont été mises en place pour que les changements, les aspirations des populations soient respectées, que la junte militaire vienne bien entendu faire table rase de ces dynamiques qui ont été mises en place, qui poussent le changement. Vous devez savoir qu'il y a un sentiment anti-français extrêmement profond au Mali et qui peut se comprendre. Lorsque je parle de sentiment anti-français, je parle d'un sentiment contre la France officielle et non contre, bien entendu, la population française elle-même. Il appartient aux Africains, dans un monde perturbé, dans un monde empreint d'intérêts, de défendre elle-même ses intérêts. Il n'appartient pas à la France, il n'appartient pas à la Russie de défendre les intérêts africains. Il nous appartient de nous organiser avec l'Union africaine, qui, il faut bien le rappeler, ici le dit sans embâche, l'Union africaine est à l'image des présidents africains, c'est-à-dire la conférence des chefs d'État, c'est-à-dire ce club très sélect qui dicte bien entendu des orientations à cette organisation, mais qui a du mal à porter un véritable projet africain. Projet au sens politique, projet au sens sécuritaire. Bien entendu, la France défend ses intérêts, nous le savons, que l'Afrique elle-même mette en place une mécanique. Bien entendu, c'est difficile qu'elle mette en place une mécanique pour défendre elle-même ses intérêts. Peut-être elle sera grande dans 100 ans, dans 200 ans, mais nous avons l'obligation, aujourd'hui, et surtout aujourd'hui, le plus tôt possible, de commencer à définir ce qui est important pour nous. Il est suivi, oui, la Russie, il le faut. Bien entendu, on a parlé d'Israël, mais l'Afrique doit être son propre centre. Elle doit apprendre à conquérir le monde et surtout pour être un rendez-vous qui est déjà important pour les autres, le rendez-vous de 2050. En 2050, l'Afrique aura la plus grande population du monde. Toutes les puissances du monde s'agitent aujourd'hui autour de l'Afrique. L'Afrique refuse de s'agiter autour d'elle-même. C'est de ça dont il est question. Nous ne pouvons pas parler aujourd'hui de géopolitique africaine et qu'on nous ramène sur la table de manière systématique la Russie et la France comme des partenaires incontrôlables, incontournables. Oui, nous voulons ces partenaires, mais c'est l'Afrique qui doit définir le rythme. C'est l'Afrique qui doit définir la cadence. Et c'est pourquoi nous implorons ici ces différents chefs d'État de se mettre au travail. C'est pourquoi nous implorons ces différentes populations de pousser les politiques à une autre logique qui fera en sorte que l'Afrique soit la risée d'elle ou alors la risée du monde. Cette présence du président français Emmanuel Macron, 27 ans après le génocide, c'était en avril 1994, votre sentiment, la voix de la France, 27 ans après le génocide, après tout ce qui s'est dit
par rapport à la France, son rôle dans ce génocide? Alors oui, vous savez, la question n'est pas de savoir si la France a tort ou raison dans cette situation. Au sens des relations internationales, ce n'est pas une bonne question. Il s'agit dans une situation comme celle-ci de montrer comment la France, aux côtés du Rwanda, peut consolider son influence. C'est ça la lecture qu'il faudrait faire. Il ne faut pas se dire seulement que le Rwanda a pu obtenir quelque chose de la France, ce qui est bien pour un pays africain. Mais regardons aussi de l'autre côté en se disant, voilà du coup, n'est-ce pas, au sens géopolitique, désormais un ami de plus, un ami certain qui a été gagné par la France. C'est cette lecture qu'il faut avoir et surtout avoir une lecture plus profonde. Comment les Africains peuvent se mettre ensemble? Si Macron et Kagame se mettent ensemble désormais, pourquoi se mettent-ils ensemble? Pourquoi les Africains ne devraient-ils pas se mettre ensemble pour protéger les intérêts beaucoup plus grands que ce nouvel axe qui est créé, n'est-ce pas, entre Kigali et Paris? C'est ça la lecture qu'il faut faire au sens des relations internationales. Donc, si aujourd'hui l'Afrique encore semble être endormie par un discours dépassé au sens où elle refuse de s'approprier son avenir, les événements présents poussent bien entendu cette Afrique noire à se réveiller, cette Afrique blanche à se réveiller, cette Afrique unie à se réveiller pour être au rendez-vous du donner et du recevoir, surtout au rendez-vous de 2050. Né depuis Ouagadougou au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Dr Louison Isomba, cette présence du président français au Rwanda, c'est réchauffé un peu, c'est pour réchauffer les relations entre Paris et Kigali qui, depuis 1994, les relations ont pris un sérieux coup. On accuse la France d'avoir joué un certain rôle dans le génocide. Bien entendu, vous savez, c'est l'un des génocides africains qui a fait mettre en place un tribunal pénal international. Une décision avait été rendue en novembre 1995 par le tribunal pénal international de l'Est de Yougoslavie, justement de l'Est de Yougoslavie, qui est intervenu en la matière parce qu'il y avait des actes de génocide entre, tu voyais, deux tribus, les Tutsis et les Hutus, qui se sont pratiquement décimés. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que le rôle de la France, vous savez, la France est une société capitaliste. Ce qu'elle recherche, c'est toujours ses intérêts. Même quand, on dit très souvent, quand le lion vous sourit, faites attention, c'est qu'il vous annonce quelques secondes après d'être dévoré. Le lion ou la panthère? Maître Cognier nous disait ici que la panthère... Non, oui. Même le lion et le tigre. Ah, le lion, on connaît les félins, quoi. Les félins, ok. Je vais même que vous direz que même le lion le fait aussi. Alors, c'est pour dire qu'en réalité, la France, et surtout que Macron, c'est pratiquement pousser les pions dans le jeu, dans le damier. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il recherche. C'est un bon joueur de damier. Même quand il trempe dans l'encre de l'humilité, je voudrais dire qu'il faut faire très attention. Parce qu'il reconnaît qu'il y a eu un rôle de la France, mais la France n'a pas tué, ses armes n'ont pas servi à tuer, mais pas du tout. Écoutez, quand on regarde et on lit ce qui s'est passé dans cette zone historiquement, on se rend bien compte que le rôle de la France a été un rôle trouble qui a mené, qui a d'ailleurs, stimulé ce génocide, jusqu'à ce qu'on ait un nombre de morts aussi inquiétant. Donc, faisons très attention. Macron est savant. Le Français dit qu'aucune arme française n'a participé à ce génocide. Écoutez, les Français n'ont pas participé directement. C'est vrai que quand on se remémore de cette histoire, l'arme qui avait beaucoup plus été utilisée, on estime que c'était la machette. La machette. Bon, aujourd'hui... Qui était entrée par des Français. Qui était entrée par... Voilà, justement. Vous voyez donc que celui qui vous apporte l'arme, c'est l'assassin. Ce n'est pas celui qui vous découpe, parce que si vous allez en arme égale ou en position égale dans une bagarre, mais c'est celui qui va vous donner le pistolet qui aura contribué au décès ou à l'assassinat. Donc c'est pour dire quoi? Que l'action de la France est une action calculée et c'est une action bien réfléchie. Elle tremble dans l'encre de l'humilité, mais au fond, à mon sens, il y a certainement quelque chose qui est recherché. Voilà, Dr Dalvarez Goudjou, on termine par vous. Le Rwanda avec le Burundi, faisait partie de ses anciennes possessions belges en Afrique. Le français était la langue officielle, mais depuis l'arrivée du président Kagame,
nos Français relégués au second plan, l'anglais a pris le dessus. Exact. C'est toujours l'une des conséquences de ce que les Rwandais reprochent à la France. Oui, je pense que ça fait partie des conséquences. Et aujourd'hui, nous avons assisté à la présence, d'abord, le parallélisme des formes, le côté protocolaire, c'est que Kagame n'est pas allé accueillir Macron à l'aéroport, il a envoyé le ministre l'accueillir, parce que quand il était à Paris, il y a de cela quelques semaines, oui. Macron a envoyé le ministre l'accueillir. Donc ça veut dire que le président Kagame, il réclame l'honneur en tant qu'Africain. Ça, c'est bien. Maintenant, sur le fond, moi, je pense que la France a fait un pas ou deux pas, mais en réalité, la vérité totale n'est pas là. Avec l'opération Turquoise, la France a joué un rôle actif dans le génocide. Les documents sont établis là-dessus. Les machettes qui sont entrées, ça venait d'où? Par qui? Ils sont pas. Et pire, le pire, c'est pas ça. C'est qu'ils ont organisé le massacre entre Tutsi et Hutu. Ils sont retirés, ils sont partis. Même eux, ils ont sauvé quelques éléments du régime. Ils sont partis avec eux. Ils ont laissé les Rwandais s'entretuer. Le Burundi, j'y suis allé plusieurs fois. Et vous savez, au Burundi, on parle du Rwanda, mais il y a eu un génocide au Burundi. Parce que là aussi, exactement, il y a les Tutsis et les Hutus. Oui, justement, sur le plan communicationnel, parce qu'en réalité, le président Kagame, c'est un bon joueur. Du côté du Burundi, par exemple, vous savez, le français est très peu utilisé. Ils ont leur langue là. Le Kirundi. Le Kirundi, très bien. Ils parlent ça s'écrit, ça s'enseigne à l'école, etc., etc. Mais maintenant, pour la présidence française, la France n'est là que pour ses intérêts. La France est en difficulté importante. Le président Poutine, l'année dernière, faisait son discours stratégique. Il dit que ceux qui vont contrôler le futur, c'est ceux qui vont connaître l'économie numérique, particulièrement l'intelligence artificielle, les think-tech. Or, pour avoir le matériel qui rentre dans les think-tech, c'est les terres rares que l'on trouve à l'est de la RD Congo. Or, une bonne partie des minerais de la RD Congo sont utilisés, sont exploités par les groupes armés qui sont proches du Rwanda, donc comme le coltan, sont exploités pratiquement par le Rwanda. Or, la France, en tant que puissance européenne, a besoin de cela. Le Rwanda, c'est un petit pays sur le plan géographique, mais c'est une puissance dans cette zone-là, pratiquement dans le Grand Lac. Si vous voulez avoir une géopolitique importante là-bas, ils sont présents en Centrafrique. Très bien. Et ça, c'est encore notre enjeu. Ouais. C'est qu'en réalité, au niveau du Grand Lac, quel que soit ce que vous voulez faire de sérieux, soit vous travaillez les Rwandais, soit vous n'en sortez pas. Ça, mais surtout, plus important encore, c'est que la France se considère comme un grand grenier, notamment la RCA. Le régime qui est actuellement à Bangui a un soutien, bénéficie du soutien et du Rwanda et de la Russie. Et pour défaire ce régime, quelque part, c'est là mon inquiétude, ce que la France, à mon avis, je suis sûr qu'ils vont en parler avec le président Kagame, c'est qu'en réalité, le soutien que tu apportes à Touadéra, qu'est-ce qu'on fait pour que ce ne soit plus le cas? Parce qu'en réalité, Touadéra est considéré comme une pierre dans la chaussure de la France et ils aimeraient tout faire pour pouvoir amender cela. Donc moi, je pense que c'est les intérêts sur le plan économique, géoéconomique, géostratégique. Et les Français doivent, ou surtout les Africains doivent savoir que ce n'est pas de gaieté de cœur. Et concernant le Cameroun, je sors très peu, c'est qu'en réalité, au Cameroun aussi, la France a fait des pas. Parce que n'oublions pas qu'il y a eu un génocide au Cameroun contre les peuples Bassa, contre les peuples Bamileke. Le président Hollande était ici, il a fait un palais, il dit on va commencer par une déclassification pour dire qu'il y a un début de quelque chose, mais il y a encore beaucoup à dire et beaucoup à faire, même jusqu'au dédommagement. Nous ne sommes qu'au commencement. C'était une question de Séverin Touque. Justement. Le président, c'est pourquoi je t'ai content de revenir là-dessus. Et c'est alors que je finis pour indiquer quand même en une seconde que Assimi Goïta doit faire très attention. Lorsque la France va se souvenir que les intérêts sont sérieusement menacés du fait de ce monsieur, j'ai trop peur pour ça. Justement. Comment ça? Mais oui, parce que vous savez... Vous voyez un scénario à la Dadis Camara? Bien entendu. Capitaine Sandougou, par exemple, on va pêcher à ces alentours quelqu'un qui va jouer le sale rôle. Et vous savez, chaque fois que la France est marquée quelque part et que ses intérêts sont menacés, je vous assure, c'est toujours la stratégie qui est utilisée. Elle fonce, elle réussit à prendre quelques-uns des alentours de celui qui a le tenant du pouvoir pour essayer de voir ce qu'il y a lieu de faire. Donc, il faut faire très attention. Merci, Dr Luisan Issomba. Merci à vous, Dr Dalvarez Goudjou, une fois de plus. C'est moi qui suis 2 jours de suite. Hein. Vous reposez. Hein, oui. Vous reposez. Je voyage déjà pour la campagne. Il faut voir grand-mère. Voilà, merci. Merci à vous également, Éric Yombi. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinosoir. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, à Conan.
Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.